Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un pays de Centrafrique qui s'appelle la République démocratique du Congo, la RDC. Et pourquoi ça? Parce qu'on sent qu'il va s'y passer beaucoup de choses dans les semaines à venir et qu'il vaut mieux avoir quelques faits en tête avant que la télé parle d'une nouvelle guerre du Congo. Dans cette vidéo, on va donc vous apporter des faits principalement historiques qui vont vous permettre de comprendre les énormes enjeux de la RDC et surtout de comprendre la tragédie du Congo. Première chose à savoir, la République démocratique du Congo, la RDC, est un pays qui est immense. Sa superficie dépasse les 2,4 millions de kilomètres carrés. C'est 4 fois plus grand que la France métropolitaine et 88 fois plus grand que la Bretagne. Pour vous dire, ça fait beaucoup. On s'en rend pas forcément compte avec les chiffres, mais un petit peu plus quand on voit ces images aériennes. On voit des paysages incroyables de jungle et de collines à perte de vue. Cette taille, elle a une conséquence. Le pays est très difficilement contrôlable par l'État de la RDC. Avec sa taille immense, ses 10 000 km de frontières partagées avec 8 États différents, sa capitale Kinshasa qui est placée à l'extrême ouest du pays. Bref, beaucoup de choses qui font qu'en réalité, les frontières de la RDC sont assez floues, surtout à l'est, où de grands territoires peuvent être investis et contrôlés par des milices sans que l'État de la RDC ne parvienne réellement à s'y opposer. Sur la carte, c'est un pays qui est uni. En réalité, tout cela est beaucoup plus confus. Seconde chose qui va se superposer avec la première chose, c'est que les richesses de ce pays sont immenses. La RDC, c'est le premier producteur de cuivre d'Afrique. C'est le premier producteur au monde de cobalt avec 60% des réserves mondiales découvertes à ce jour. Et la liste ne s'arrête pas là. Coltan, zinc, uranium, argent, diamant, étain et tout un tas d'autres minerais précieux. Les richesses se trouvent principalement à l'est et au sud du pays. Une quantité impressionnante de métaux qui fait dire à certains que la RDC est un scandale géologique tant la concentration de ces métaux précieux y est forte. Et rappel, en ce moment, les grandes puissances états-uniennes, européennes et chinoises se lancent dans une grande industrialisation des voitures électriques. Ils veulent en produire en masse et ça demande énormément de ces métaux précieux. Conséquence, tous ces métaux de la RDC prennent encore plus de valeur stratégique et économique, en tout cas pour ceux qui arrivent à exploiter ces mines. Dans les zones éloignées de Kinshasa, difficilement gouvernables, des milices financées par d'autres puissances étrangères prennent le contrôle des mines de la RDC et tirent profit de cette exploitation. Troisième fait, pendant longtemps, la RDC était dans ce qu'on va appeler un équilibre de la guerre froide. Je vous fais rapidement l'histoire. En 1960, après une violente colonisation belge pour l'exploitation du caoutchouc puis des minerais, le Congo belge devient indépendant. Un gouvernement nationaliste est élu et aussitôt contesté par les anciens colons, les riches hommes d'affaires et par la grande entreprise minière coloniale qui organise alors une sécession d'une région au sud riche en diamants, en cuivre et en cobalt. Une première guerre civile commence alors. Le nouveau gouvernement appelle à l'aide l'URSS en renfort et la CIA répond et tente d'assassiner par 2 fois le nouveau gouvernement avant que ce soit des militaires congolais menés par un certain Mobutu qui organise un coup d'État. Le coup d'État réussit et du coup Mobutu devient le dictateur militaire du pays sous la bénédiction des États-Unis. Mobutu était la garantie pour les États-Unis que la RDC ne penche pas trop du côté de l'URSS. Surtout qu'à côté, les voisins angolais et mozambiquais ont des États qui penchent davantage justement du côté de l'URSS. La RDC signe de grands accords économiques avec la Chine de Mao à une époque où cette Chine-là était une rivale de l'URSS et qui était soutenue par les États-Unis. Le lien RDC-Chine ne cessera d'ailleurs de se renforcer année après année. Et l'État français, à son tour, investit énormément dans le régime de Mobutu. Ce qui permet à tous ces pays étrangers de venir exploiter tranquillement les ressources du pays et d'y investir leurs précieux capitaux. Mobutu nationalise aussi l'entreprise minière coloniale qui avait le monopole des exploitations dans le pays, ce qui renforce encore plus la proximité entre cette immense entreprise et l'État et aggrave donc la corruption dans le pays. La situation financière se dégrade assez vite et Mobutu signe un contrat avec le diable FMI
en 1983 qui lui offre des liquidités en échange du licenciement de 400 000 fonctionnaires. Moins d'écoles, moins d'hôpitaux et surtout moins de contrôle du territoire pour l'État, sachant que le pays reste dans un état de sous-développement justement. Un pays qui devient donc dépendant totalement des investissements étrangers, au grand plaisir des investisseurs étrangers. Et vu que l'État est moins présent et que la demande en métaux est toujours plus grande, le trafic illégal de minerais dans le pays se renforce, là aussi au plaisir des industriels étrangers qui profitent de minerais bruts pour pas cher. Bref, Mobutu, c'était l'homme qui permet de limiter l'influence de l'URSS dans la région. C'était aussi une armée qui intervenait au service des États-Unis durant quelques conflits extérieurs comme au Tchad. Et c'était aussi une économie qui était soumise aux intérêts des autres forces impérialistes. D'où le fait que Mobutu fut largement soutenu malgré ses crimes, notamment contre les opposants politiques. Sauf qu'avec la chute de l'URSS en 91, il n'y a plus vraiment de menace de l'URSS et Mobutu n'est plus utile pour les forces impérialistes. En plus de ça, il a été largement contesté et il devint aussi très malade à la même époque. Les États-Unis laissent donc la place à la possibilité d'un nouveau dirigeant pour le Congo et les candidats ne tarda pas à pointer le bout de leur nez. Quatrième point, le Congo a été frappé par les pires guerres, crimes contre l'humanité et déplacements de la population de ces dernières décennies, un massacre qui prend l'apparence d'une guerre ethnique. Donc précisons dès le début, les Hutus et les Tutsis sont deux groupes de population issus d'une même ethnie vivant à l'est du Congo, mais aussi au Rwanda et en Ouganda. Leur différence, les Tutsis étaient des bergers et les Hutus des agriculteurs. À l'époque de la colonisation, le royaume belge remarque cette différence et l'utilise à son propre avantage. Il donne des privilèges aux chefs Tutsis pour qu'ils répriment les Hutus et de cette façon, en montant les populations les unes contre les autres par les privilèges et aussi par les théories racialistes, le royaume belge parvenait à gouverner et à exploiter ce grand territoire. Et au Rwanda, en 1990, cette confrontation entre les deux groupes de population persiste. Une grosse partie du gouvernement Hutu du Rwanda meurt dans un avion après que celui-ci ait été percuté par un missile. Personne ne sait aujourd'hui qui est à l'origine de cette attaque, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça a enflammé le pays. Les Hutus au pouvoir alliés à des milices extrémistes organisent un génocide contre les Tutsis. 800 000 Rwandais furent assassinés en 3 mois seulement. Le FRP, les forces armées Tutsis, se replient dans leur position au nord en Ouganda et organisent la riposte. À l'aide d'une forte artillerie, ils enchaînent les victoires militaires et organisent un coup d'État au Rwanda, et tout d'un coup, la situation s'inverse. La situation étant pas folle dans le pays là après les génocides, tu as 1,5 million de Hutus qui fuient le Rwanda pour se réfugier dans des camps à la frontière avec la RDC. Sauf que parmi les réfugiés se trouvent aussi les militaires Hutus qui avaient organisé quelques mois plus tôt le génocide Tutsi. Un exil d'ailleurs qui a été organisé par l'armée française sous le nom d'Opération Turquoise. Ces anciens militaires prennent le contrôle de ces camps de réfugiés, commettent des exactions contre les Tutsis congolais du coin et se préparent pour un nouveau coup d'État pour reprendre le pouvoir au Rwanda. Et forcément, en conséquence, les Tutsis du Rwanda sortent de la frontière rwandaise, arrivent en RDC et s'attaquent aux camps de réfugiés Hutus en les bombardant puis en les fusillant. Après ces massacres, tu as une majorité de Hutus rwandais qui décident de revenir au Rwanda. Sauf que tu as des dizaines de milliers d'autres personnes qui décident de fuir l'armée rwandaise et s'enfoncent dans la jungle congolaise, sans eau, sans nourriture, poursuivis par une armée qui multiplie les massacres contre eux. Alors je vous passe les détails, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment l'enfer qui s'est passé à ce moment-là, cette poursuite-là dans la jungle congolaise, avec des massacres, des famines, des corps abandonnés dans les routes, des maladies, des infections. Bref, c'est l'enfer. Il y a un reportage qu'on vous met en description qui montre très bien ça. Mais l'objectif pour l'armée rwandaise, c'est pas que de poursuivre les Hutus rwandais pour les massacrer, ils se sont aussi organisés en coalition avec l'armée ougandaise et des milices congolaises pour traverser tout le pays d'est en ouest, arriver à Kinshasa, renverser Mobutu et prendre le pouvoir au Congo. Mobutu étant très contesté, la population congolaise ne s'oppose pas à ce coup d'État, et forcément ce coup d'État réussit en 1997 quand le chef militaire de la coalition, Kabila, s'autoproclame
président après un coup d'État. Un coup d'État qui a été possible grâce à l'affaiblissement du pouvoir de Mobutu, notamment suite à la chute de l'URSS. Kabila acquiert donc le trône de la RDC, un trône acquis grâce aux armées génocidaires rwandaises et ougandaises, grâce à des opportunistes criminels congolais et grâce au chaos militaire et milicien que cette première guerre du Congo a généré partout dans le pays, faisant à minima des centaines de milliers de morts. Une guerre qui prend la forme de massacres ethniques, mais qui est avant tout une guerre de pouvoir, mais aussi une guerre économique, une guerre d'exploitation des précieuses mines qui fait la fortune des miliciens et des industriels, notamment rwandais. Cinquième fait, depuis la première guerre du Congo, pour faire simple, c'est la guerre permanente au Congo. Kabila, le nouveau président de la RDC, décide de céder un grand nombre de mines à des exploitants états-uniens et canadiens pour assurer un très fort soutien diplomatique de précieux alliés. L'objectif, c'est de renforcer son pouvoir et son contrôle des mines pour pouvoir augmenter ses richesses. Une trahison contre ses anciens alliés qui espéraient alors un partage du pouvoir, des richesses et donc des privilèges. Les troupes d'occupation rwandaises et ougandaises ont 48 heures pour partir du pays. Et c'est ce qu'ils font, sauf que, au passage, ils arment et forment énormément de miliciens anti-Kabila. Quelques jours après avoir quitté la RDC, ils décident de revenir en RDC pour organiser un nouveau coup d'État contre Kabila. Le chaos succède alors au chaos. Des miliciens s'affrontent à l'est du pays pour le contrôle du territoire. Des milices se forment financées et armées par la RDC, par le Rwanda, par l'Ouganda et même d'autres pays africains voisins. Les massacres sont encore plus forts, les expropriations de terres sont massives, avec des milices entières qui vivent de pillage et pratiquent le viol systématique des populations civiles. Les mêmes criminels génocidaires fous de la première guerre du Congo perpétuent et répètent de nouveaux massacres. Pour vous dire, les miliciens ougandais et rwandais, jusque-là alliés dans cette guerre, s'affrontent à Kisangani pour conquérir une ville centrale dans le commerce du diamant, ce qui donna lieu à la guerre de 6 jours. Une guerre menée à grands coups d'artillerie et d'armes lourdes qui fit des dizaines de milliers de morts, essentiellement des civils. Bref, au Congo, la situation devient hors de contrôle. On parle là donc de la seconde guerre du Congo avec des déplacements de population de millions de personnes, la mort à minima de centaines de milliers d'autres. On parle de mutilation, de viol, de cannibalisme, d'enterrement vivant. Bref, c'est vraiment très sale, bien pire que tout ce qu'on peut imaginer. Il faut comprendre, tout ça arrive parce que en lame de fond, c'est l'exploitation des richesses minières du Congo qui est en jeu. Posséder un territoire, c'est pouvoir exploiter les mines de métaux précieux et gagner beaucoup d'argent lorsque ces métaux sont vendus aux industriels occidentaux et chinois. Sans cette rentabilité de la guerre, il n'y aurait pas toutes ces milices, tous ces enjeux, toutes ces ingérences et tous ces financements. La richesse de la RDC, c'est sa malédiction. Ensuite, il va se passer quelque chose d'inimaginable. 7e point, l'état de la RDC est composé suite à une très drôle de conciliation, vous allez voir. La fin de la seconde guerre du Congo s'arrête en 1989 avec la signature de paix des principaux belligérants. Sauf que cette paix ressemble plus à une reddition qu'autre chose. Le président Kabila va nommer à des hautes places du gouvernement et de l'armée des chefs miliciens des deux camps. C'est-à-dire que des seigneurs de guerre génocidaires anti-Kabila pendant des années qui ont perpétré des massacres contre des militaires de l'armée congolaise et contre énormément de civils congolais se retrouvent par exemple vice-présidents de Kabila ou généraux de l'armée congolaise. Tous les miliciens qui ont commis des massacres seront amnistiés et intégreront l'armée congolaise contre qui ils luttaient quelques semaines plus tôt. L'État congolais devient un agrégat de seigneurs de guerre génocidaires, hier ennemis et aujourd'hui unis par la corruption que leur apporte le business des métaux et leur place dans la bureaucratie d'État. Et tout cela dans un silence et une impunité qui est totale. Non mais il faut s'imaginer, tu sais, imagine t'es Congolais dans cette histoire-là, tu as des membres de ta famille qui ont été massacrés par ces tarés, par une milice qui se retrouve aujourd'hui au pouvoir dans ton pays.
C'est ce qui fait dire à beaucoup de Congolais que l'État n'existe pas. Enfin, c'est juste une alliance de milices criminelles qui organise ça, c'est tout. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de justice, il n'y a rien de tout ça en réalité. Kabila père est assassiné en 2001 et les miliciens au pouvoir placent au sommet de l'État Kabila fils qui n'a même pas 30 ans. L'objectif, c'était de se débarrasser de Kabila pour mettre quelqu'un de beaucoup plus malléable. Et à ce moment-là, partout dans le Congo, en réalité, tu as toujours des milices qui continuent encore et encore de perpétuer leurs massacres et leurs pillages et qui déstabilisent tout le pays, qui est donc à ce moment-là ingouvernable. Sauf que ça ne va faire que s'empirer. En 2016, des chefs locaux traditionnels de la province du Kasaï, au sud du Congo, organisent une rébellion contre l'État central, car le pouvoir de Kinshasa veut s'attaquer à l'influence des chefs coutumiers. Les milices et l'armée génocidaire congolaise réagissent par la force, en massacrant encore une fois les populations civiles. Tout ça d'ailleurs filmé par les soldats des deux côtés, ce qui donne des scènes absolument atroces que... voilà, bref. Vous regardez le documentaire en description si vous voulez avoir des détails. Le pire, c'est que les chefs coutumiers, là, ceux qui organisaient la révolte, ils manipulaient les enfants. Ils leur disaient, grâce à des rites et tout, qu'ils étaient insensibles aux balles. Et du coup, ça donne des scènes d'horreur où tu as des enfants totalement matrixés, tu vois, avec des bâtons, qui foncent sur l'armée génocidaire congolaise. Et forcément, les tarés de l'armée génocidaire congolaise leur tirent dessus. Voilà. Le genre de scène qu'on voit dans le documentaire. Mais ces crimes ne sont pas condamnés véritablement à l'international. La mission de l'ONU qui existe reste en réalité sans effet, et même lorsque 2 experts rapporteurs du Conseil de sécurité de l'ONU seront assassinés, le tout filmé par ce qui semble être des membres de l'armée congolaise, rien n'est fait. Pourquoi ? Parce que même dans leurs crimes les plus atroces, ce conglomérat de criminels à la tête de la RDC permet l'exploitation des mines à pas cher pour les grandes entreprises occidentales, mais aussi rwandaises. L'ONU a cependant fait un travail journalistique et d'enquête et a prouvé l'existence à minima de 600 massacres ces 30 dernières années. 8e et dernier point, c'est pas fini. Le conglomérat de criminels qui a la main sur l'État tente depuis ces dernières années de renforcer son pouvoir, sa richesse et ses privilèges en renforçant la grande entreprise minière nationale. Pour chercher de nouveaux profits, ils cherchent à prendre le contrôle de nouvelles mines qui étaient jusque-là contrôlées et exploitées par des milices étrangères. Ce qui ne plaît pas aux milices, à l'industrie et à l'État rwandais, notamment parce que jusque-là, c'est eux qui se faisaient du fric énorme là-dessus, d'autant que, comme on l'a vu, les enjeux sont de plus en plus grands avec les voitures électriques. L'histoire semble alors se répéter, l'État rwandais finance une milice, le groupe M23, qui lutte contre l'État congolais, accompagné de menaces de coup d'État. Les tensions se renforcent dans le pays, au point où des exploiteurs étrangers quittent la région par peur de la guerre. Pire, d'autres problèmes apparaissent. Le Congo est un pays qui est extrêmement jeune. 41% de la population a moins de 14 ans. Ils vivent donc dans l'un des pays les plus pauvres au monde et les plus traumatisés par la guerre sans aucune perspective d'avenir. Des jeunes nés dans les bidonvilles immenses construits par les victimes des guerres successives qui ont vu leurs terres être spoliées. C'est dans ce contexte où de nombreux jeunes forment des gangs similaires à des groupes armés basés sur le trafic de drogue. Des gangs qui se livrent des batailles permanentes à l'intérieur des villes, y compris de Kinshasa, la capitale du pays. De nouvelles milices, en quelque sorte, qui viennent se rajouter aux milices militaires déjà présentes. Et si l'État congolais signe des accords d'infrastructure, notamment avec l'État chinois, en réalité, les investissements sont quasi impossibles dans ce pays. Pourquoi ? Parce que l'argent de l'État finit en grande partie dans les poches des différents criminels corrompus qui le composent. Le développement du pays, malgré ses immenses richesses, est alors au ralenti, presque au point mort. Et ça ne va pas s'arranger. Les dernières élections présidentielles qui auraient pu renforcer un tout petit peu l'unité du pays ou alors redonner un semblant de crédibilité à l'État a été un total fiasco. Le vote a eu lieu le 20 décembre 2023 et le dépouillement n'est aujourd'hui toujours pas terminé. Les élections sont d'ores et déjà truffées de fraude et ça c'est réapproprié par des opportunistes, des opposants qui appellent alors à manifester pour organiser un coup d'État au Congo alors que la guerre menace une fois de plus avec l'État rwandais. En réalité, avec les guerres successives et les ingérences étrangères,
l'État de la RDC ne s'est jamais véritablement constitué. Et les miliciens, eux, n'ont jamais été désarmés. Les convoitises sont plus fortes que jamais et la crise politique se rajoute à tout ça. Donc ouais, ça risque de mal tourner les semaines à venir. Conclusion, la crise au Congo est une longue histoire profondément tragique. Une histoire construite sur la colonisation et ses conséquences, où des groupes de population ont été manipulés les unes contre les autres en permanence pour le contrôle des précieuses mines. Des conflits pour la défense des intérêts industriels des colons, puis des différentes puissances étrangères et opportunistes qui ont constamment déstabilisé le pays à partir de la chute de l'URSS. Il y a en RDC une guerre permanente, avec des dizaines de milices armées criminelles en concurrence, impossibles à pacifier, en plus des armées génocidaires, tout ça pour le contrôle des richesses. Des armées de militaires et de miliciens pour en exploiter une autre armée, celle des 25 millions de travailleurs du secteur minier congolais, tous exploités dans des conditions atroces pour permettre aux industriels occidentaux et chinois un accès abondant et peu cher aux minerais, pendant que la population, elle, s'enfonce dans la pauvreté, le deuil et la guerre permanente. Alors oui, il y a quand même des choses qui bougent, d'accord? Il y a des contestations, des manifestations de femmes qui demandent justice, des organisations massives de témoignages de ce qui s'est passé durant ces guerres-là, menées par des avocats, ou encore de nombreux jeunes qui pourraient être inspirés des différents mouvements nationalistes en Afrique de l'Ouest. Mais rien aujourd'hui de suffisamment fort ou concret capable d'affronter ces milices ou cet état de la RDC, ni d'empêcher les futurs conflits, et encore moins d'atténuer les convoitises internationales de ces précieux minerais qui se concentrent donc en RDC. La richesse des Congolais, c'est donc leur malédiction. L'histoire du pays est tragique et le silence autour de ces drames-là l'aide tout autant. En réalité, les enjeux économiques derrière l'exploitation de ces mines-là au Congo sont beaucoup trop grands pour que la propagande officielle s'empare du sujet et en fasse un scandale d'État. Pourtant, les faits sont là. On parle à minima d'1 million de morts et de 7 millions de déplacés en 30 ans. Des génocidaires au pouvoir et des exploitations d'enfants dans des mines géantes à ciel ouvert. Mais en régime capitaliste, on ne questionne pas l'origine des profits. Le système tente juste de faire perdurer ces profits et cette exploitation, qu'importent les conséquences. En RDC, plus qu'ailleurs, l'argent n'a pas d'odeur. Alors quand le journal télé vous parlera donc d'une prochaine guerre en RDC et tous les conflits qui vont générer autour de ça, et bien maintenant vous saurez d'où cette guerre est née et quels sont en réalité les enjeux qui se cachent derrière. On vous met en description un très bon documentaire qui a été partagé sur la chaîne Arte. Des fois ils font des bons trucs, notamment les documentaires. On vous met ça en description, ça s'appelle l'Empire du silence et on vous le recommande si ce sujet vous intéresse. Merci tout le monde en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sachez qu'elle a été faite en toute indépendance grâce à votre soutien, que ce soit par commentaire, en like, mais aussi vos soutiens financiers sur notre page Tipeee. C'est ça qui nous permet donc de pouvoir travailler longtemps sur ces sujets, de réécrire et encore réécrire le même script pour que ce soit le plus synthétique possible, qu'on puisse vous tourner ça, vous le monter et vous le diffuser encore et encore. Donc si tu veux que le canard puisse continuer à se développer et rester indépendant, tu as un lien Tipeee en description. Et évidemment, tout don, qu'importe sa valeur, qu'importe son montant, est important pour nous. Merci à Kuro aussi qui a monté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez bien le sujet de la RDC, n'hésitez pas à compléter notre discours avec vos connaissances ou votre expérience. Et on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Quack.